Bienvenue dans Leti Yogi Lab, le podcast qui aide les professionnels du bien-être et du yoga à enseigner avec sens, à s'aligner et à développer une activité vraiment rentable. Tu sais, il y a une question que je me pose souvent. Est-ce qu'on peut vraiment enseigner le yoga à tout le monde de la même manière? Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se parle du yoga sur chaise et du public fragile pour justement enseigner avec responsabilité. Je te parle vraiment comme si on était autour d'un thé, parce que ce sujet, il est intime, il est important et il est parfois inconfortable. Pendant longtemps, moi aussi, j'ai cru qu'avec une bonne formation, de la passion et de l'énergie, je pouvais guider n'importe quel élève. Et puis un jour, une personne est arrivée dans ma salle, dans mon studio. Elle avait passé la soixantaine, le dos fragile, une peur très forte de se faire mal et surtout une immense appréhension. Et je me souviens très bien de ce moment. Je me suis dit, ok, là, ce n'est pas un cours classique. Et c'est à cet instant précis que j'ai compris quelque chose qui a changé ma manière d'enseigner pour toujours. Parce qu'enseigner à un public fragile, ce n'est pas enseigner plus doucement. Ce n'est pas non plus simplifier des postures, des exercices. Et ce n'est surtout pas enlever des options avancées. C'est plutôt un changement complet de la posture intérieure. En 25 ans d'expérience, j'ai quand même pu voir énormément de professeurs talentueux et se retrouver aussi déstabilisés face à ce type de public. Pas parce qu'ils ne sont pas compétents, mais parce qu'on ne nous apprend pas vraiment à enseigner dans ces contextes-là. On nous apprend à construire une séance fluide, à enchaîner des postures, à poser notre voix, à intégrer l'anatomie dans les exercices. Mais on ne nous apprend pas vraiment à gérer la peur d'un élève, ou d'une élève bien sûr, hein, qui a déjà chuté. On ne nous apprend pas forcément à adapter quand une hanche ne se plie pas. On ne nous apprend pas non plus à ralentir sans perdre le cadre. Et pourtant, aujourd'hui, la majorité des personnes qui franchissent la porte d'un cours de yoga ne sont pas forcément des jeunes corps souples de 25 ans. Ce sont plutôt des personnes qui ont vécu, qui ont des douleurs aussi, hein, qui ont des traitements médicaux, qui ont parfois aussi perdu confiance en leur propre corps. Et si on ne développe pas les compétences spécifiques pour les accompagner, et notamment dans le yoga sur chaise, on peut faire plus de mal que de bien, même avec les meilleures intentions du monde. Alors dans cet épisode, j'ai envie qu'on parle vrai. J'ai envie qu'on parle responsabilité, j'ai envie qu'on parle posture professionnelle. J'ai envie aussi qu'on parle des compétences invisibles qui font la différence entre un professeur bienveillant et un professeur réellement sécurisant. Et surtout, j'ai envie de te donner des repères concrets, des clés, des outils, parce que la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Et quand on apprend, quand on comprend ce qui change, eh bien tout change. Si aujourd'hui tu enseignes déjà ou si tu envisages de travailler avec des seniors en yoga sur chaise, des personnes en douleur chronique, des publics en entreprise ou simplement des élèves qui ne rentrent pas dans, on va dire, le moule classique, eh bien cet épisode est fait pour toi. On va aller en profondeur, on va voir les erreurs fréquentes, on va voir les ajustements subtils qui transforment tout. Et on va voir comment, professionnellement, ça peut devenir un vrai tournant dans ta carrière. Parce qu'enseigner à des publics fragiles, ce n'est pas une niche en plus, d'accord? C'est vraiment une responsabilité. Et c'est aussi, si tu le fais bien, une expertise extrêmement puissante. Ok? Allez, on va entrer dans le vif du sujet. Ce qu'on ne dit jamais aux professeurs de yoga. Tu sais, ce qui me frappe le plus après 25 ans d'enseignement, eh bien, c'est le décalage énorme entre ce qu'on apprend en formation et ce qu'on rencontre réellement sur le terrain. Quand on sort d'une formation, on est enthousiaste, on est inspiré, on est plein d'énergie. On a appris les alignements, la construction d'une séance, la philosophie, la respiration. On s'est guidé un flow, hein, pas de souci. On sait aussi poser sa voix, créer une ambiance. Mais très honnêtement, on est surtout formé à enseigner à des corps en bonne santé. Des corps mobiles, des corps stables. Ok, on apprend les ajustements, mais les ajustements dans l'exigence de la posture. On apprend aussi à des corps qui sont stables, qui ont pas vraiment d'antécédents lourds. Or, la réalité, elle est tout autre, on est d'accord? Dans mes cours, avec les années, j'ai vu arriver des personnes avec des prothèses de hanche, des hernies discales, des arthroses avancées, des cancers en rémission, des troubles de l'équilibre, des traitements médicaux lourds.
Et je vais te dire quelque chose d'important. La première fois que ça arrive, eh bien, on doute. On doute intérieurement. On se demande si on va savoir faire. On espère que tout va bien se passer. Et c'est là qu'il y a un angle mort énorme dans notre métier. Parce qu'on croit que la bienveillance suffit. Mais la bienveillance sans compétence spécifique peut devenir maladroite. Je me souviens à un moment précis, il y a une personne en rééducation lombaire qui était très motivée, très volontaire. Elle voulait faire comme les autres. Et moi, dans mes premières années, eh bien, j'aurais pu me dire, parfait, elle est engagée, on y va. Mais avec l'expérience, j'ai appris à faire l'inverse. Quand un élève veut faire plus que ce que son corps peut faire, eh bien, ce n'est pas un signe de capacité. C'est souvent un signe de peur de décevoir. Et là, on ne nous l'enseigne pas. On ne nous enseigne pas à lire entre les lignes. On ne nous enseigne pas non plus à détecter la compensation. Et on ne nous enseigne pas non plus à voir qu'un sourire peut masquer une douleur. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change? Parce que ça change tout. Par exemple, avec un public fragile, la priorité n'est pas l'amplitude, c'est la sécurité articulaire. Ce n'est pas la fluidité esthétique, tu vois, c'est plutôt la stabilité. Ce n'est plus la performance respiratoire, c'est la régulation du système nerveux. Un conseil très concret que je te donne aujourd'hui. Avant même de construire ta séance, demande-toi quel est le risque principal pour ce public. Ok, on est sur la chaise, donc le risque de chute est quand même mineur, même si on place mal les pieds ou si on est sur un exercice debout, la chute peut être possible. Demande-toi aussi concernant la fatigue excessive, la compression articulaire, la perte d'équilibre, les douleurs inflammatoires. Quand tu identifies le risque principal, eh bien ta pédagogie va changer immédiatement. Une autre astuce essentielle, ralentir l'observation. On parle beaucoup d'ajustement manuel en yoga, d'accord? Mais avec un public fragile, l'ajustement, le plus important, il est visuel. C'est d'observer la façon dont la personne entre et sort d'une posture. Et ça, c'est vrai que je le matraque lors de mes formations en yoga sur chaise, en Zoom. Et peut-être vous qui m'écoutez, vous allez certainement me réentendre. Observez le souffle de l'élève quand elle se relève. Observez son regard. Tout ça, c'est souvent des signes d'alerte qui sont très subtils. Et plus ton public est vulnérable, plus ta présence et ton observation doivent être fines. Ce qu'on ne dit jamais non plus en formation classique, on va dire, c'est que travailler avec des publics, en tous les cas des publics fragiles, demande une grande maturité intérieure. Parce que tu ne peux pas te cacher derrière une séquence dynamique. Tu ne peux pas compenser par l'énergie. Tu dois être solide dans ton cadre. Et c'est là que beaucoup de professeurs se sentent déstabilisés. Non pas parce qu'ils ne savent pas enseigner, mais parce qu'ils sentent qu'il leur manque des outils spécifiques. Alors la bonne nouvelle, encore une fois, c'est que ça s'apprend. On peut apprendre à adapter une posture pour préserver un genou arthrosique. On peut apprendre aussi à utiliser une chaise comme le support thérapeutique. On peut apprendre à structurer une séance qui sécurise au lieu de fatiguer. Mais ça demande un changement de regard. Enseigner à des publics fragiles le yoga sur chaise, eh bien, ce n'est pas faire du yoga plus simple. C'est enseigner avec plus de précision, avec plus d'observation. Et la précision et l'observation, eh bien là, ça devient une réelle compétence. Alors, public fragile versus public faible. Il y a une confusion que je vois très souvent et elle est, c'est vrai, très subtile. On associe public fragile à public faible. Et ça, c'est une erreur énorme. Parce que fragile, ça ne veut pas dire incapable. Fragile, ça veut dire que l'équilibre est plus fin, plus sensible, plus vulnérable à l'erreur. Avec les années, j'ai compris que la fragilité n'est pas une question d'âge, déjà. J'ai vu des trentenaires complètement épuisés nerveusement, incapables de tenir 10 minutes debout sans trembler intérieurement, de garder l'équilibre plus de 20 secondes. Et au contraire, j'ai vu des personnes de 75 ans avec une stabilité mentale incroyable. La fragilité peut être articulaire, elle peut être neurologique, elle peut être émotionnelle, elle peut être liée à un traitement médical, elle peut être liée à une perte de confiance. Et ce qui est intéressant, c'est que ces publics-là ne cherchent pas la même chose qu'un élève classique. Ils ne viennent pas pour réussir l'exercice, même si c'est sur une chaise, ils viennent pour se sentir en sécurité. Je me souviens d'un moment très marquant.
Une personne âgée, m'a dit un jour: «Ce que j'aime ici, c'est que je ne me sens pas en danger. Je sens que je suis pris en charge. J'ai confiance en toi». Et cette phrase, elle m'a profondément touchée parce que ça veut dire que notre rôle dépasse largement la technique. Quand on enseigne à ce type de public, notre priorité, elle devient la sécurité perçue, pas seulement la sécurité réelle, la sécurité ressentie, d'accord? Et ça change complètement la manière dont on parle. Par exemple, au lieu de dire: «Allez, on va, un peu plus loin dans l'étirement», eh bien, je vais plutôt dire, personnellement: «On explore doucement et on reste dans notre zone confortable». La nuance, elle est énorme parce que autre chose très importante, c'est que ces publics ont souvent vécu des expériences où leur corps les a trahis. Par exemple, une chute, une opération, une douleur chronique, une fatigue persistante. Donc ils arrivent avec une méfiance intérieure. Et si on pousse trop vite, même subtilement, hein, eh bien on réactive cette méfiance. Alors je vais te donner un conseil très concret ici. Installe toujours un cadre clair en début de séance. Explique que chacun adapte, que sortir d'une posture est une compétence et l'assise est autorisée. La chaise n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un outil d'intelligence corporelle. Quand tu normalises l'adaptation, eh bien tu vas libérer énormément la tension psychologique. Autre astuce que j'ai développée avec le temps. Je montre toujours l'option stable en premier. Pas l'option la plus belle, pas la plus impressionnante, mais la plus sécurisante. Et ensuite, seulement, j'ouvre vers une progression. Alors pourquoi? Parce que le cerveau fragile a besoin d'ancrage avant d'avoir besoin de défis. Et ça, c'est valable pour les seniors, les personnes en douleur chronique, même les salariés épuisés en entreprise. Tous ces publics qu'on appelle fragiles, mais qui en réalité ont souvent une immense force intérieure. Il faut simplement savoir la respecter. Il y a aussi un point très important dont on parle peu, la dignité. Un public fragile ne veut pas être infantilisé. Il ne veut pas qu'on parle trop lentement, comme à un enfant. Il ne veut pas non plus qu'on dramatise à chaque mouvement. Il veut être considéré comme capable, avec des adaptations. Et ça demande une posture très fine de l'enseignant, parce qu'on sécurise sans surprotéger, on va adapter sans diminuer, et on accompagne sans contrôler. Et ça, finalement, c'est un équilibre délicat. Mais quand on le trouve, eh bien, la transformation est profonde. Et tu sais, ce qui est fascinant, c'est que quand tu apprends à enseigner à des publics fragiles, eh bien, tu deviens meilleur avec tout, je dis bien tous les publics. Parce que tu développes une précision d'observation, tu développes aussi une qualité de langage et une profondeur pédagogique qui va dépasser largement ce cadre-là. En réalité, euh, travailler avec la fragilité va affiner ton expertise. Et ça, c'est un vrai tournant professionnel. On va maintenant parler des responsabilités invisibles qui découlent de ça. Parce que là aussi, il y a des choses qu'on ne mesure pas toujours au départ. Les 4 responsabilités invisibles de l'enseignant. À partir du moment où tu choisis d'enseigner à des publics fragiles, quelque chose change. Ce n'est plus seulement un cours, c'est une vraie responsabilité. Et je pèse mes mots, parce qu'avec l'expérience, j'ai vraiment identifié 4 responsabilités invisibles. On n'en parle presque jamais en formation généraliste et pourtant elles font toute la différence. La première, c'est la responsabilité physique. Ça paraît évident, mais ça va beaucoup plus loin que ne pas blesser. Il s'agit vraiment de comprendre ce qui se joue mécaniquement dans chaque posture. Par exemple, une flexion avant peut sembler douce, mais pour une personne avec une hernie ou une fragilité discale, eh bien mal guidée, elle peut créer une pression inutile. Un simple mauvais angle du bassin peut amplifier une douleur. Avec les années, j'ai appris à me poser systématiquement cette question. Est-ce que cette posture protège ou est-ce qu'elle expose? Et quand j'ai un doute, eh bien j'adapte. Un conseil très concret. Avec un public fragile, sécurise toujours l'entrée et la sortie de la posture, plus que la posture elle-même. Parce que beaucoup des blessures arrivent dans les transitions, pas forcément dans la posture tenue. La deuxième responsabilité, elle est émotionnelle et elle est immense. Un élève fragile n'est pas seulement un corps qui est sensible, il a souvent une histoire, une peur, une perte de confiance. Et si ton énergie est instable, s'il sent
que tu hésites, eh bien, il va le percevoir immédiatement. Et ça demande une posture intérieure solide. Je me souviens d'une période où je doutais de moi-même, surtout au début de l'enseignement du yoga sur chaise, avec justement des publics fragiles. Et je voyais bien la différence. Les élèves étaient beaucoup plus hésitants, plus tendus. On sous-estime l'impact de notre stabilité intérieure. L'astuce essentielle que je te propose, en tous les cas qui me sert bien, c'est que avant d'entrer en salle, prends une minute pour t'ancrer. Respiration lente, intention claire. Quand tu es régulé, ton groupe se régule. La troisième responsabilité, elle est pédagogique. Enseigner à un public fragile, ça demande une précision dans les consignes. Moins de mots inutiles, beaucoup plus de clarté. C'est aussi parler très fort. Plus de logique dans la progression. Tu ne peux pas improviser complètement, tu dois savoir où tu vas. Et c'est d'ailleurs pour ça que, au fil des années, j'ai structuré mes séances de façon très méthodique, avec des progressions adaptées, notamment quand j'ai commencé à développer des protocoles spécifiques pour les seniors et les personnes aussi à mobilité réduite, bien sûr. Parce que j'ai compris qu'il fallait des repères clairs, des exercices modulables, des alternatives pensées en amont. C'est exactement ce qui m'a amené à créer des outils pédagogiques qui sont structurés, avec des exercices adaptables, des variantes sécurisées, des progressions intelligentes, parce que l'improvisation permanente avec ce public-là va te créer du stress, pour toi et pour l'élève. Et enfin, la quatrième responsabilité, elle est éthique. Et celle-là, elle est parfois la plus difficile. Savoir dire non. Savoir dire aussi, cette posture n'est pas adaptée pour vous aujourd'hui. Évidemment, on va lui proposer autre chose. Savoir aussi refuser une demande si elle met la personne en danger. Savoir aussi orienter vers un professionnel de santé si nécessaire. Parce que, je le rappelle, on n'est pas médecin, on n'est pas kiné, on est enseignant de yoga. Et reconnaître ses propres limites aussi, c'est une preuve de maturité professionnelle. Je peux te dire qu'au début de ma carrière, je voulais vraiment répondre à toutes les attentes. Faire plaisir, montrer que je savais faire, euh, euh, leur montrer aussi qu'ils étaient capables de faire. Aujourd'hui, non, je préfère protéger. Et paradoxalement, c'est ce qui crée le plus de confiance. Quand un élève sent que tu ne cherches pas à impressionner, mais plutôt à sécuriser, il s'engage beaucoup plus profondément. Ces quatre responsabilités, physiques, émotionnelles, pédagogiques et éthiques, transforment ton métier. Tu ne guides plus une séance, tu encadres un vrai espace. Et cet espace, quand il est bien tenu, eh bien, il devient un lieu de reconstruction. C'est là que ton rôle prend une autre dimension. Et c'est aussi là que beaucoup de professeurs prennent conscience qu'ils ont besoin d'aller plus loin dans leurs compétences. On va maintenant parler des erreurs les plus fréquentes, parce que même avec de l'expérience, on peut facilement tomber dedans. Les erreurs les plus fréquentes, même pour les profs expérimentés. Alors là, je vais te parler franchement. Même après 10 ans d'enseignement, même après 20 ans, on peut encore faire des erreurs avec des publics fragiles. Alors pas par négligence, mais plutôt par une sorte d'automatisme. La première erreur que je vois souvent, c'est donner les mêmes consignes à tout le monde. C'est presque inconscient, hein. On a notre façon de guider, nos phrases, nos enchaînements, et on les répète en fait. Mais un public fragile n'est jamais homogène, on est d'accord. Donc dans une même salle, tu peux avoir une arthrose de hanche, un problème d'équilibre, une fatigue, souvent liée d'ailleurs à l'oreille interne, une fatigue chronique, une ancienne blessure à l'épaule par exemple. Évidemment, ce public-là a une histoire. Si tu donnes une consigne globale, il y aura forcément quelqu'un pour qui ce n'est pas adapté. Et avec le temps, j'ai appris à donner des consignes à étage. C'est-à-dire que je propose toujours une base stable, puis une option légèrement plus engagée, puis parfois une progression, mais facultative. Et je précise toujours clairement que la base est déjà complète, pas inférieure, pas dite débutant complète, d'accord? Et ça change énormément la dynamique. Deuxième erreur très fréquente, aller trop vite. Alors pas forcément physiquement, mais pédagogiquement. C'est-à-dire qu'on va enchaîner, on va parler, on ajuste, on propose, on occupe l'espace sans silence et on enchaîne comme ça. Or, un corps fragile a besoin de temps d'intégration et notamment les seniors. Je vais te donner un conseil très simple que j'applique évidemment systématiquement. Je laisse toujours une respiration complète de silence, après avoir donné une consigne importante. Juste une respiration.
Et ce micro-espace permet au cerveau d'intégrer et ça réduit considérablement les compensations. Troisième erreur, vouloir faire comme dans un cours classique. Même structure, même rythme, même logique. On se dit que c'est pareil, mais en faisant moins fort, moins puissant. Mais avec un public fragile, la logique, elle change. Par exemple, dans un cours classique, on peut monter progressivement en intensité. C'est ce que j'appelle l'énergie de la pyramide. On va commencer doux, puis tout doucement, comme une musique, hein, monter progressivement pour arriver soit à la posture phare, ou alors avoir cumulé plusieurs postures exigeantes qui font que c'est le top de la pyramide et puis tout doucement on redescend. C'est, on va dire, une courbe énergétique. Or, avec certains publics, eh bien, ce schéma n'est pas possible ou peut, en tous les cas, peut fatiguer le système nerveux. Il m'est arrivé dans mes premières années, hein, de construire une séance techniquement parfaite, mais trop exigeante énergétiquement. Alors les élèves, elles tenaient, hein, mais à la fin, je voyais bien les visages qui étaient tirés. euh, et même avoir entendu après des retours pas forcément élogieux. Donc ça, c'est pas un cours qui a été réussi. Aujourd'hui, je regarde toujours l'énergie en fin de séance. Est-ce que la personne repart plus stable qu'en arrivant ou plus vidée? Rappelez-vous que ce public-là n'est pas le même qu'un cours classique en salle. Si elle repart vidée, même sans douleur, eh bien ce n'est pas adapté, alors que ça pourrait l'être dans un studio classique. Est-ce que la personne repart plus stable qu'en arrivant ou vraiment vidée? Ça, vraiment, il faut vous poser cette question-là. Quatrième erreur, ne pas observer les signaux subtils. Ça, c'est une erreur. C'est-à-dire qu'un élève qui retient sa respiration, un regard qui s'éteint, qui regarde le sol, une mâchoire crispée, un pied qui compense, eh bien, tous ces micro-signaux sont précieux. Je vais te donner une astuce très concrète. Pendant la séance, choisis régulièrement une personne et observe-la pendant 20 secondes complètes, sans parler, juste observer. Et ça développe une finesse incroyable. Et enfin, tu verras que tous ces signaux que je t'ai parlé juste avant, potentiellement, il y en a au moins un qui va émerger. L'observation est ultra importante. Et enfin, une erreur qui est très répandue, surstimuler au lieu d'apaiser. Alors, on a peur d'ennuyer, on a peur que ce soit trop simple. Ça, je le dis souvent pendant mes formations à mes élèves, c'est que ce qu'on ressent nous, c'est pas ce que le public fragile ressent. Et c'est là où la difficulté d'enseigner est difficile. Donc, n'ayez pas peur d'ennuyer, n'ayez pas peur que ce soit trop simple. N'ayez pas peur que ça manque soi-disant de valeur. Mais la valeur pour un public fragile, ce n'est pas la complexité, c'est la sécurité. C'est aussi la possibilité d'accéder à l'exercice. Et plus j'ai avancé dans mon expérience, plus j'ai simplifié. Alors pas simplifié dans le sens appauvrir, mais simplifié dans le sens précis. Et là, je vais te dire quelque chose d'important. Quand j'ai commencé à structurer des protocoles spécifiques, notamment pour les seniors et les personnes à mobilité réduite, eh bien, je me suis rendu compte que ce qui manquait à beaucoup de profs, c'était pas la motivation, c'était plutôt des repères concrets, c'est-à-dire des exercices déjà pensés avec adaptation, des variantes sécurisées déjà pensées à l'avance et des progressions intelligentes. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé des outils pédagogiques qui sont extrêmement structurés, avec un large éventail d'exercices adaptables, notamment pour les seniors, pour justement éviter ces erreurs classiques. Et quand on a une base claire, quand on gagne soi-même en sérénité, et quand on est sereine, eh bien on enseigne 10 fois mieux. Parce que l'improvisation permanente face à un public fragile peut vraiment créer du stress intérieur. Et ce stress, les élèves le ressentent. Plus tu es structuré, plus tu es libre. Plus tu es libre, plus tu peux être présente. Et toutes ces erreurs qu'on vient d'énumérer, elles sont normales, elles font partie de l'apprentissage. Mais quand on en prend conscience, quand on franchit un cap, et ce cap, c'est celui où on commence à enseigner avec une véritable expertise, pas seulement avec de l'expérience. Ok? Ça, c'est important. On va maintenant parler justement des compétences qui font réellement la différence, celles qui transforment
un prof en expert, en spécialiste. On y va. Les compétences qui font la différence. Alors, à ce stade, tu l'as compris, enseigner à des publics fragiles ne repose pas sur faire moins, mais sur faire finement. Et ce qui distingue un professeur généraliste d'un véritable spécialiste du yoga sur chaise, eh bien, ce sont les compétences invisibles. La première, c'est l'observation. Alors, pas l'observation rapide, pas le scan global, hein. C'est vraiment l'observation attentive. Avec l'expérience, j'ai appris à regarder comment une personne s'assoit déjà sur une chaise, comment elle pose ses mains sur ses cuisses, comment elle se relève. Et ces micro-mouvements racontent beaucoup plus que la posture elle-même. Un élève qui pousse sur ses genoux pour se lever t'indique une faiblesse des quadriceps ou une peur de l'instabilité. Une personne qui garde les épaules remontées en permanence va t'indiquer une hypervigilance. Et quand tu vois ça, eh bien ta séance va s'adapter immédiatement. Je vais te donner un conseil très concret. Avant même de commencer le cours, observe déjà l'entrée des élèves dans la salle, la façon dont les gens s'installent. Ça, c'est vraiment une mine d'informations. Deuxième compétence essentielle, adapter sans dévaloriser. Et ça, c'est un art. Si tu te dis, on va faire la version facile, tu crées immédiatement une hiérarchie. Alors que si tu dis, voici la version stable et confortable, eh bien, tu changes complètement la perception. Le vocabulaire compte énormément. Avec les seniors notamment, j'ai appris toujours à valoriser l'intelligence corporelle, à rappeler que choisir l'option sécurisée, c'est une preuve de maturité, pas une limite. Troisième compétence, ralentir sans ennuyer. Et ça, c'est un vrai défi, parce qu'on a parfois peur que la lenteur soit perçue comme un manque de contenu. En réalité, la lenteur, pour ce public-là, va créer au contraire de la profondeur. Quand tu laisses le temps au souffle de s'installer, quand tu laisses un silence après une posture, tu permets au système nerveux de s'apaiser. Et pour un public fragile, c'est souvent l'objectif principal. Je vais te donner une astuce. Structure tes séances autour de transitions très claires. Parce que quand la progression, elle est logique, même lente, eh bien l'élève ne s'ennuie pas, il se sent guidé. Il ressent malgré tout une densité dans sa séance. Quatrième compétence, sécuriser sans infantiliser. C'est subtil, d'accord? Tu ne veux pas parler comme à un enfant, on est d'accord. Tu ne veux pas exagérer la prudence. Tu veux juste parler avec respect. Avec les années, j'ai compris que la posture intérieure de l'enseignant influence énormément ce point. Si tu vois ton public comme fragile au sens faible, eh bien tu risques inconsciemment de le surprotéger. Mais si tu le vois comme un adulte capable, qui a simplement besoin d'adaptation spécifique, eh bien ton langage va changer. Et enfin, la compétence la plus importante selon moi, c'est guider sans imposer. Un public fragile a souvent perdu le contrôle de son corps à un moment de sa vie. Douleur, opération, accident, maladie. Et ton rôle n'est pas de reprendre le contrôle pour lui. Ton rôle est de lui redonner de l'autonomie. C'est exactement à ce moment-là que beaucoup de professeurs ressentent un déclic, parce qu'ils comprennent qu'ils ont envie d'aller plus loin, d'avoir une méthode claire, des repères solides, des outils concrets pour ne plus improviser face à la fragilité. C'est d'ailleurs pour ça que dans mes formations professionnelles et expertes, j'ai structuré un cadre très précis autour de ces compétences. Pas juste de la théorie, mais des protocoles, des progressions adaptées et surtout des exercices qui sont déjà pensés avec leurs variantes, des variantes spécifiques aux seniors et mobilité réduite. Parce qu'au bout de 25 ans, j'ai quand même compris une chose, c'est que l'expérience seule ne suffit pas toujours. Ce qui rassure un enseignant, c'est d'avoir une structure. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai créé un kit pédagogique complet avec 96 exercices qui sont tous adaptables, avec des alternatives spécifiques pour les seniors. L'idée n'est pas d'enfermer et de s'enfermer dans un modèle. L'idée, c'est d'offrir une base solide pour enseigner avec sécurité. Et ça ne s'improvise pas. Et je te dis ça avec beaucoup de bienveillance parce que si aujourd'hui tu ressens que tu fais au mieux, mais que tu aimerais te sentir vraiment confiante face à un public fragile, ce n'est pas un manque de talent, c'est simplement un besoin de spécialisation.
Et ça s'apprend. Ce que je veux que tu comprennes ici, c'est que ces compétences, elles ne sont pas réservées à une élite. Elles se développent, elles se construisent. Et quand tu les maîtrises, eh bien, il y a quelque chose qui bascule. Tu n'es plus simplement professeur de yoga, tu deviens un référent, un repère, quelqu'un vers qui on se tourne quand il y a de la fragilité. Et professionnellement, c'est un vrai tournant parce qu'à partir de là, tu n'es plus interchangeable, tu es identifiable. On en a parlé dans un podcast précédent. Le fait d'être visible n'est pas suffisant, il faut être identifiable. Et dans notre métier, être identifiable, c'est ce qui change tout. Parce que c'est toi qu'on va contacter le jour où on aura besoin de toi. Un tournant professionnel, passer de prof à spécialiste. Il y a un moment dans une carrière où quelque chose bascule. On continue d'enseigner, on continue d'aimer ça, mais on sent que ça ne suffit plus. On ne veut plus seulement donner des cours, on veut incarner une expertise. Et souvent, ce tournant arrive quand on commence à travailler avec des publics plus fragiles, parce que là, on ne peut plus tricher. On ne peut plus se reposer uniquement sur l'énergie du groupe. On ne peut plus se cacher derrière une belle séquence fluide. On doit savoir pourquoi on propose chaque chose. Je me souviens très bien du moment où moi-même, j'ai compris ça. Alors, c'était pas spectaculaire, hein, c'était progressif, bien sûr, mais je voyais que les élèves revenaient. Je voyais qu'ils me recommandaient à des structures, à des maisons de retraite, à des entreprises. Je voyais qu'on ne me demandait plus, tu fais quel style de yoga? Quel type? Du hatha, du vinyasa, de l'ashtanga? Mais plutôt, est-ce que tu peux intervenir avec ce public spécifique? Et c'est là où j'ai compris que quelque chose est essentiel. C'est que la spécialisation crée la confiance. Pas seulement chez l'élève, mais aussi chez les partenaires, chez les institutions, chez les décideurs. Et quand tu identifies, en tous les cas quand tu es identifié comme le prof ou la prof qui sait gérer les publics sensibles, eh bien tu changes de catégorie. Tu ne cherches plus des élèves. Ce sont vraiment les élèves ou les structures qui te cherchent. Et ça, professionnellement, c'est énorme. Parce que tu vas sortir du modèle, entre guillemets, un peu saturé du cours collectif classique. Tu sors de la guerre des prix, tu sors de la comparaison permanente, de la concurrence énorme. Tu entres plutôt dans un positionnement clair. Mais attention, devenir spécialiste, c'est pas d'ajouter une ligne ou un post sur Instagram. C'est transformer ta posture intérieure, c'est te spécialiser, c'est te former vers cette spécialisation. Et ça veut dire que tu vas construire des séances avec intention. Tu sais justifier tes choix. Tu sais anticiper les risques. Tu vas adapter sans hésiter, tu poses un cadre rassurant et surtout tu n'as plus peur. Alors, parce que la peur, beaucoup de profs l'ont, parce qu'ils ont peur de mal faire, ils ont peur d'aggraver une douleur. Ils ont peur de ne pas savoir quoi répondre, de ne pas savoir quoi proposer à la place d'eux. Et quand tu te formes spécifiquement, quand tu développes des outils adaptés, quand tu t'appuies sur une méthodologie, un programme clair, eh bien cette peur, elle diminue énormément. Et quand la peur diminue, eh bien la présence augmente. Et quand la présence augmente, l'impact est immense. Je vais te dire quelque chose d'important. Travailler avec des publics fragiles, c'est pas seulement une opportunité professionnelle, c'est vraiment une posture éthique. Parce qu'aujourd'hui, la population vieillit, les douleurs chroniques augmentent, le stress explose. Les entreprises cherchent des solutions aussi adaptées. Et les professeurs capables d'accompagner ces réalités avec compétence vont devenir indispensables. Donc la question n'est pas est-ce qu'il y a un marché? La vraie question est est-ce que je veux faire partie de ceux qui sont prêts? Et si aujourd'hui tu sens que ce sujet t'appelle, que tu as envie d'enseigner avec plus de profondeur, plus de sécurité, plus de précision, alors prends ça comme un signal. Vraiment un signal d'évolution. Et on ne devient pas spécialiste par hasard, hein. On le devient parce qu'on choisit de monter d'un niveau. Et je peux te le dire, après 25 ans, les années passent vite, hein, mais les enseignants qui évoluent, qui affinent leur expertise, qui osent se positionner, eh bien ce sont eux qui construisent une carrière stable, respectée, durable. Alors pose-toi cette question sincèrement. Est-ce que tu veux continuer à enseigner comme tout le monde ou est-ce que tu veux devenir la personne vers qui on se tourne quand ça devient sensible? Et la réponse à cette question peut changer toute
ta trajectoire. Si je devais vraiment résumer en conclusion cet épisode en une phrase, eh bien ce serait celle-ci. Enseigner à des publics fragiles est un privilège, mais c'est aussi une responsabilité immense. On ne s'improvise pas accompagnant de seniors. On ne s'improvise pas référent pour des personnes en douleur chronique. On ne s'improvise pas cadre et sécurisant pour des corps vulnérables. La bienveillance ne suffit pas. L'intuition ne suffit pas. L'expérience seule ne suffit pas toujours. Ce type de public mérite une compétence solide, structurée, consciente. Parce qu'une mauvaise consigne peut créer de la peur. Un mauvais rythme peut créer de la fatigue. Et une mauvaise adaptation peut aggraver une douleur. Et inversement, une posture bien pensée peut redonner confiance. Une séance bien structurée peut restaurer de la stabilité. Et un cadre sécurisant peut transformer la relation qu'une personne entretient avec son propre corps. C'est pour ça que je parle de responsabilité. Se former sérieusement, ce n'est pas une option quand on choisit d'enseigner avec ce public-là. C'est un engagement éthique. Avec le temps, j'ai vu deux profils de professeurs. Ceux qui bricolent et ceux qui structurent. Ceux qui espèrent que ça ira et ceux qui savent pourquoi ils font chaque chose. Et la différence entre les deux, elle est énorme pour l'élève, mais aussi pour la carrière. C'est exactement pour cette raison que j'ai créé deux niveaux d'accompagnement. La formation pro, la formation Yoga sur chaise en e-learning pro, elle s'adresse à celles et ceux qui veulent acquérir des bases solides, c'est-à-dire comprendre les adaptations essentielles pour ce type de public, structurer vos séances aussi avec intelligence et sécurité et commencer à enseigner au public justement fragile avec confiance. La formule expert, elle va beaucoup plus loin. Elle travaille sur la finesse d'observation, la construction de protocoles, des protocoles précis, la posture professionnelle aussi face aux instructions, et puis la capacité à devenir un véritable référent sur son territoire. La différence, ce n'est pas seulement le contenu, c'est le niveau de profondeur et de positionnement, il est là. Et si aujourd'hui tu veux simplement ajouter du yoga sur chaise à ton offre, eh bien la formation pro peut déjà transformer énormément de choses. Mais si tu ressens l'appel de devenir la personne ressource, celle qu'on recommande, celle qu'on sollicite pour des publics spécifiques, alors le parcours expert est fait pour toi. Alors je te le dis avec beaucoup de clarté, beaucoup de cœur, ne prends pas à la légère l'accompagnement de publics fragiles. Forme-toi, on est sur des structures professionnelles. On intervient dans des structures professionnelles et ça demande une exigence supplémentaire. On ne peut pas faire de faux pas. Et là, forme-toi, structure-toi, équipe-toi. Parce que ces personnes te confient quelque chose de très précieux, leur vulnérabilité. Et quand tu es vraiment formé, eh bien, tu ne ressens plus de doute. Tu ressens de la responsabilité assumée. Alors, si tu veux en savoir plus sur les parcours pro-experts, je t'invite à aller découvrir les détails. Le lien est dans la description plus bas. Prends le temps de lire, de sentir ce qui résonne en toi. Et surtout, rappelle-toi, devenir spécialiste, ce n'est pas une question d'ego, c'est une question d'engagement. Et les enseignants engagés construisent des carrières solides. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Si ce que je viens de partager t'a aidé à voir les choses autrement ou t'a donné au moins une prise de conscience utile, prends 2 secondes s'il te plaît pour liker la vidéo, ça aide énormément la chaîne à se développer et à faire connaître aussi ce contenu à d'autres professionnels qui en ont besoin. Si tu veux aller plus loin sur le yoga sur chaise, la structuration de ton activité ou le travail avec les entreprises et les structures, pense aussi à t'abonner à la chaîne parce que je partage tous les lundis des contenus très concrets, issus du terrain, de mon expérience pour t'aider à enseigner autrement et à développer une activité qui est plus stable, plus professionnelle, plus rentable. N'hésite pas non plus à partager cette vidéo à une collègue, un collègue ou quelqu'un qui se pose exactement ces questions en ce moment. Et très souvent, on se rend compte qu'on n'est pas seulement seul à bloquer sur ces sujets. Namasté.